Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Nous allons continuer toujours sur le TP2 du module structure de données à partir de l'exercice numéro 5, puisqu'on a terminé les autres exercices jusqu'au quatrième exercice. Alors, pour l'exercice 5, ça consiste à calculer la taille mémoire occupée par les structures de données. Question 1. Calculez sur papier la taille du type étudiant et vérifiez-le avec sizeof. Alors, pour calculer la taille du type étudiant, on peut deviner juste par les différents champs de cette structure-là. Alors, le type étudiant, ça contient le champ nom, qui contient donc 20 caractères, qui sont 20 octets. Pour chaque caractère, on va l'encoder par un octet. Puis, donc, le champ prénom, ça occupe aussi donc, 20 octets en termes de mémoire. Date de naissance, ça occupe 12 octets, puisque la date, ça contient 3 int, 3 fois 4. Pour chaque int, on va représenter par 4 octets. Le champ CNE, ça va occuper 4 octets, puisque un seul int. Et le champ note, ça va occuper 6 éléments de type float. Donc 6 fois 4 octets, c'est 24. Donc si on va faire la somme, 20 plus 20, c'est 40, plus 12, c'est 52, 56, plus 24, c'est 80. On peut le vérifier, alors comme indiqué dans l'exercice, vérifiez-le avec l'opérateur sizeof. Alors je vais créer un programme de l'exercice 5. Alors je peux donc copier-coller ce qu'on a fait pour l'exercice 4, vider cette partie-là du main pour faire un test de l'exercice 5. Alors on peut tout simplement faire un printf pour vérifier ça. Taille du type étudiant égale son t. Et là on va indiquer donc l'opérateur sizeof étudiant. D'accord. Donc automatiquement, ça doit me donner la taille occupée par un type étudiant. Si vous faites un test, vous allez voir que ça va vous donner 80. Pour la question 2, déclarer un tableau de 20 étudiants et répondre aux questions, à la même question 1. Donc, c'est-à-dire pour 20 étudiants, pour un tableau de 20 étudiants, combien ça va occuper en termes de mémoire. Donc, ça va prendre normalement 20 fois 80, c'est 1600. Donc, on peut les vérifier directement par un printf taille. Alors, bien sûr que avant de faire un printf, on doit déclarer un tableau de 20 étudiants. Et puis là, on peut donc afficher le résultat, taille du tableau égale. Et puis là, afficher donc avec sizeof t. Donc là, j'ai oublié de faire un %t. Et vous allez voir que ça va vous donner donc normalement 1600. Voilà. Et voilà, nous avons terminé l'exercice 5 qui consiste juste à étudier donc la taille mémoire occupée par un type struct, qui est notamment donc la somme des différents de la taille mémoire occupée par les différents champs. Pour l'exercice 6, alors nous passons maintenant à l'exercice 6, ça comprend donc ça permet d'étudier les paramètres en entrée et les valeurs retournées de type structuré. Nous allons manipuler principalement le passage des types struct en paramètres à des fonctions. Donc, plus particulièrement, on va voir le passage par adresse et par valeur qu'on a vu dans le cours. Alors, question 1, écrire une procédure en C, créer étudiant, qui va prendre un paramètre étudiant qu'on va passer par adresse et qui invite à la saisie d'un étudiant au clavier. Alors, nous allons créer un nouveau fichier pour l'exercice 6.
Je vais reprendre le même code. Alors, l'objectif de la question, donc, c'est de créer une fonction ou bien une procédure créer étudiant qui va permettre d'initialiser les données d'une variable déclarée de type étudiant. Alors, je vais commencer par le programme principal. Ça va être comment exactement? Donc, on va déclarer par exemple un étudiant E1. On aimerait avoir une fonction qui va permettre de faire ceci, créer étudiant, euh, étudiant. On passe directement l'adresse de E1. Et puis cette fonction-là, ça va permettre de modifier ou bien saisir les différents champs de cette variable E1 et de les affecter directement dans la structure E1. Et bien sûr, ceci, ça va être passé par adresse. Pourquoi? Parce qu'on veut modifier directement et garder la modification même après avoir donc sorti de la fonction ou bien la procédure créer étudiant. Alors, le paramètre formel, ça doit être de type pointeur, puisque dans le paramètre réel, on va passer donc l'adresse, le paramètre formel, ça doit être de type pointeur. Et ceci donc a par conséquence l'effet suivant. Comme on a dit dans le cours, lors de l'appel d'une fonction ou bien d'une procédure, lorsqu'on passe un paramètre à la procédure ou bien à la fonction, la valeur passée en paramètre réel, ça c'est appelé paramètre réel en fait, cette valeur-là du paramètre réel sera copiée dans la variable déclarée comme paramètre formel. Parce qu'ici, on appelle un paramètre formel lorsqu'on déclare ou bien on implémente la fonction en haut. Et puis donc, on a dit que la valeur de ce paramètre réel sera copiée dans le paramètre formel. Ceci aura comme effet, dans ce cas-là, on va créer un pointeur, puisque donc dans ce pointeur-là, on va initialiser avec l'adresse de E1, on va créer un lien entre E et E1 de type pointeur. E, et ça devient, lors de l'appel de cette procédure dans le main, E, ça devient par la suite un pointeur vers E1. Et puis, lorsqu'on va manipuler E, qui est un pointeur vers E1, automatiquement, on va manipuler les champs de E1. Ce qui veut dire par la suite que finalement, on va modifier directement les valeurs E1. Par contre, si on ne fait pas le 1 ici, c'est-à-dire si on ne passe pas par adresse, la valeur de E1 sera copiée. Alors, si on ne passe pas l'adresse ici, ceci veut dire que dans la déclaration, on ne doit pas mettre de type pointeur. Parce qu'on met ici pointeur que si on déclare le paramètre, que si on prévoit de passer le paramètre réel sous forme d'adresse. Alors, si on passe ici juste E1 sans mettre l'adresse, ceci suppose que dans la déclaration de la fonction, on déclare une variable simple sans mettre un pointeur. Et puis, comme on a dit dans le cours, lors de l'appel d'une variable, automatiquement la valeur de cette variable sera copiée dans le paramètre formel. Et à l'intérieur de la fonction, on va travailler sur le paramètre formel, pas sur le paramètre réel. Et puis, on aura ce qu'on appelle un passage par valeur qui ne va pas influencer le paramètre réel. Bien sûr, dans les deux cas, on aura un passage de valeur du paramètre réel vers le paramètre formel, mais si on veut modifier le paramètre réel, automatiquement, on doit créer une sorte de lien entre le paramètre formel et le paramètre réel. Et ceci ne sera donc faisable que si on fasse un pointeur. C'est-à-dire ici, on doit passer l'adresse et ici, on doit le déclarer sous forme de pointeur. C'est la seule solution pour permettre de modifier une variable passée en paramètre d'une fonction. Donc,
on veut modifier E1, automatiquement on doit passer l'adresse de E1. Et ici, on doit déclarer le paramètre formel comme pointeur pour pouvoir pointer vers le paramètre réel. Et puis, lorsqu'on va manipuler un paramètre formel à l'intérieur, ceci aura une influence sur le paramètre réel. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de la fonction créer étudiant? Bien sûr que l'on va reprendre les mêmes instructions qu'on a fait dans l'exercice numéro 2, c'est-à-dire faire la saisie des différents champs de l'étudiant E. Alors, je vais prendre la partie de saisie dans l'exercice 2. Puis la copier ici sans refaire tout le code. Sauf que ici, dans l'exercice 2, on a travaillé avec une variable simple. On n'a pas de travailler avec une variable pointeur. Ici, puisque E est une variable pointeur qui a été fait exprès, ceci a été fait exprès pour faire le lien avec le paramètre réel. Donc automatiquement à l'intérieur de la fonction créer étudiant, on doit utiliser, au lieu d'utiliser e.nom pour accéder à une variable, au champ d'une variable pointée par un pointeur, on va utiliser donc ce symbole-là. Donc on va tout modifier, au lieu de faire un point, comme on l'a dit dans le cours, on doit modifier ça de cette manière-là, en utilisant ce symbole tiret supérieur. Donc, de la même manière, on doit, non pas ici, on doit modifier donc les champs, voilà. Voilà, on a terminé. Donc, on a juste modifié le code pour mettre la syntaxe de manipulation des champs d'un pointeur vers une structure. Voilà, on va faire un test. On a une erreur normalement ici, puisqu'on a déclaré donc la variable formelle E. Donc, juste pour ne pas avoir une ambiguïté avec le paramètre réel, j'ai ici, alors ce qui est demandé dans le TP, alors on n'est pas obligé de garder ici E1, on peut déclarer ici E si vous voulez, et de passer la variable E comme paramètre réel et ici mettre E1. C'est juste pour éviter d'avoir une ambiguïté entre le paramètre réel et le formel, ce sont des paramètres différents, ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Je vais exécuter, compiler, exécuter. Voilà, donc ça va refaire la même chose qu'on a fait dans l'exercice 2. Voilà. J'ai saisi les autres valeurs aussi. CNE, un autre du module 1, module 2, 3, et ainsi de suite. Et puis c'est bon. Donc, ceci aura comme effet de modifier directement les champs de la structure E. Si on essaie d'accéder en dehors de la procédure créer étudiant aux différents champs de la structure E, on aura donc les bonnes valeurs qu'on a saisies à l'intérieur. Alors si on essaie de faire par exemple printf E.nom, pardon, alors printf %s E.nom, donc je vais afficher un message non, juste pour la lisibilité. Alors, donc je vais initialiser.
Donc c'est juste pour tester, je vais donner la même valeur. Et puis vous allez voir que après avoir sorti de la fonction ou bien de la procédure créer étudiant, on garde les champs, on gardait les valeurs dehors de la procédure. Ça, c'est grâce ou bien c'est l'influence du passage par adresse qu'on a fait. Si on avait passé E juste par valeur, c'est-à-dire on n'a pas passé l'adresse, alors, et on a manipulé ici juste le paramètre formel. Ici, ça va modifier juste le paramètre formel avec E1.nom, E1.prénom, etc. Et n'aura pas d'influence, la modification du paramètre formel n'aura pas d'influence sur le paramètre réel. D'accord? On était obligé de faire un passage par adresse pour modifier notre structure E. Et ainsi de suite. Donc, si on essaie d'afficher les différents champs de la structure E, vous allez voir que ça va afficher le bon résultat. Revenons à notre exercice. Alors, deuxième question, écrire une procédure en C, afficher étudiant, qui affiche clairement les caractéristiques d'un étudiant reçu en paramètres de la fonction. Donc, on va écrire une fonction affichée qui va recevoir un étudiant E et qui va afficher les caractéristiques de cet étudiant. Alors, ceci aura donc comme appel dans le paramètre, dans le programme principal, par exemple, on peut mettre afficher étudiant E. Et si on va faire afficher étudiant E, normalement cette procédure, ça doit permettre d'afficher les caractéristiques de l'étudiant directement à l'exécution. Alors, on va créer cette procédure étudiant E. Donc ici, pourquoi on n'a pas besoin de faire un passage par adresse? Parce qu'ici, on n'a pas besoin de faire une modification. On a besoin juste d'afficher les valeurs des différents champs de E. Bien sûr que ici, donc, le paramètre formel, ça serait donc juste, on va copier directement donc cette structure-là dans le paramètre formel et on va afficher, puis c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de modifier, donc pas besoin de créer un pointeur qui va lier le paramètre formel au paramètre réel. Donc, pour l'affichage, on va aussi reprendre les mêmes instructions qu'on a fait dans l'exercice 2 et on va les mettre à l'intérieur de la fonction. Voilà. Donc, cette partie-là d'affichage d'une structure qu'on a fait l'exercice 2, on va l'exploiter et la mettre directement à l'intérieur de cette fonction. Voilà, ici, on avait une variable E1. On peut modifier directement, mettre ici E pour respecter le nom du paramètre formel. Sinon, on va modifier ici, ça serait plus rapide. Donc, affichage des valeurs saisies, et il va nous afficher donc les différents champs de notre structure. Donc, afficher étudiant E, qu'est-ce qu'il va faire? Il va copier E dans E1, et ici, on va travailler sur E1, qui est le paramètre formel, sans toucher le E. C'est ça le principe de passage par valeur. Puisque ici, on a besoin juste d'afficher, pas besoin de faire des modifications sur E. D'accord? Alors, je vais faire un test d'exécution. Alors, int, ici, il nous faut juste une déclaration de la variable utilisée ici comme compteur, la variable i. Alors, je vais la déclarer et puis je refais l'exécution. Alors, ici, je vais initialiser les champs. Donc ça, c'est l'appel de la fonction créer étudiant. Pardon. 12 CNE, module 1. D'accord. Et puis, si vous voyez ici qu'on a affiché les valeurs saisies à l'aide de la fonction afficher étudiant.
Bien sûr que pour plus de visibilité, vous pouvez ici mettre fonction afficher ou bien procédure affichage d'étudiants pour dire qu'on est dans une procédure d'affichage. Et ici, vous pouvez aussi mettre saisir d'une structure à l'intérieur de la procédure créée étudiant, etc. Donc, vous pouvez rajouter des messages personnalisables pour bien clarifier et donner plus de visibilité de votre code. Donc, comme vous voyez ici, on a utilisé dans la partie main une fonction pour créer l'étudiant qui contient le code de saisie d'un étudiant. Automatiquement, on a besoin de modifier la variable ici, passer en paramètre. Donc, automatiquement, on doit la passer par adresse. Et puis, après, on a affiché l'étudiant en créant une procédure d'affichage qui va juste faire un printf des différents champs de cet étudiant-là. Il faut juste rappeler que lorsqu'on a passé l'adresse, automatiquement le paramètre formé, ça doit être un pointeur. Et puis, si on veut accéder au champ, on doit utiliser cette notation-là. Par contre, dans l'affichage, on a passé une variable simple, pas une adresse. Donc, on va pas le paramètre formel, ça doit pas être un pointeur, c'est une variable simple. Donc, on va par la suite accéder au champ par la notation pointée. Donc, le nom de la variable structure, point, le nom du champ. D'accord, donc on a affiché l'étudiant, on a fait un test. Et puis, troisième question, écrire une fonction float calculer moins S3 qui va permettre de renvoyer la note S3 d'un étudiant donné. Donc, une fonction qui va prendre en paramètre un étudiant E. Et puis, ça va donner en résultat, ça va retourner en résultat un float qui va donc stocker la moyenne de l'étudiant. Et puis, on va tester dans le programme principal main. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va créer une fonction qui est le type de retour float, la fonction calculer moyenne. Cette fonction, ça prend en paramètre un étudiant E. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va boucler sur for i allant de 0, i inférieur à 6, i++. Elle va boucler sur le tableau qui contient les notes et puis il va faire accumuler donc cumuler la somme des notes et puis faire la division sur 6 pour calculer la moyenne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable somme que l'on va initialiser à 0 dans laquelle on va mettre les différents en fait les différents éléments du tableau qui contient les notes. Alors on va mettre e.note S3 et puis on va donc accumuler donc les différents éléments du tableau notes. On va les ranger dans la variable somme. Alors une fois qu'on va calculer la somme des notes qui existent dans le tableau de notes, après qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return somme. On va faire pardon, un return somme sur 6. D'accord? On doit aussi donc déclarer la variable compteur i. Et puis donc la fonction, comme vous voyez, la fonction calculer moyenne, ça va faire quoi? Ça va parcourir les notes des modules qui existent dans le tableau note S3. Et pour chaque note, on va rajouter dans une variable somme initialement initialisée à 0. Et on va rajouter la note du module 1, plus la note du module 2, la note du module 3, jusqu'à ce qu'on arrive à la note du module 6. Et puis on va diviser sur 6 pour calculer la moyenne. On va retourner donc le résultat somme sur 6. Et puis donc dans le programme principal, comment on va exploiter cette fonction-là, comment on va l'utiliser. Bien sûr, comme on a dit dans le cours, les fonctions et procédures, on a deux étapes. La première étape, c'est la déclaration, la définition de la fonction ou procédure. La deuxième étape, c'est l'exploitation ou bien l'appel ou bien l'utilisation de cette fonction ou procédure.
Alors pour faire ça, donc pour appeler la fonction moyenne, donc on peut déclarer une variable float résultat, ou bien moyenne, qui contient donc le résultat du calcul de la moyenne sur l'étudiant E, qu'on a déjà initialisé avec la procédure créée. Et on a affiché, puis on va afficher la moyenne du S3 de cet étudiant. Donc on va faire un test. On va initialiser donc un étudiant. Donc on a exécuté la procédure créer étudiant ici. Ici, on a appelé la procédure afficher étudiant. Et à la fin, donc, on a calculé la moyenne, mais généralement, donc, le problème, c'est que j'ai oublié de faire un affichage de la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Moyenne S3 de l'étudiant est égal. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour son F pour la moyenne? Bien sûr, là, que vous pouvez donc mettre juste deux chiffres après le virgule pour la moyenne. D'accord? Alors, je vais refaire le test. Moi, c'est 12. Donc, je saisis les notes. Alors là, j'exécute la procédure créer étudiant. Là, j'exécute la procédure afficher étudiant. Et là, j'appelle la fonction calculer moyenne et j'affiche le résultat. J'affiche la moyenne calculée en résultat. Et aussi pour la fonction calculer moyenne, comme vous voyez, on a passé le paramètre par juste un paramètre simple, pas la peine de passer l'adresse puisque on ne veut pas modifier ici on va pas modifier cette variable E, on va juste l'exploiter pour faire calculer un résultat. C'est-à-dire on va prendre juste les notes qui existent dans E et calculer une variable moyenne à partir de ces notes-là. Donc pas besoin de faire une modification, pas la peine de faire le passage par adresse. D'accord? Alors, dernière question, tester ces fonctions dans le programme main, dans la fonction main, on l'a déjà fait au fur et à mesure. Pour chaque question qu'on a répondu, on a essayé de faire le test la fonction principale main. Voilà donc c'est la solution pour l'exercice 6. J'espère que c'était clair. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 7.